Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Je viens de recevoir le bilan officieux et provisoire du long week-end du mois d'août. 4 jours pour le 15 août, 220 morts. Et c'est encore un bilan provisoire, je vous l'ai dit, officieux. L'année dernière, pour le 15 août, 3 jours, il y avait eu un bilan extrêmement élevé également, mais moins fort que cette année, 142 morts. Le mauvais temps n'a sans doute pas facilité les retours et la circulation. Encore une fois, le temps, direz-vous, c'est la principale préoccupation des Français en vacances. Mais il s'améliore doucement. Il paraît que la France a été le terrain d'un duel météorologique entre deux grands que les experts de la météo appellent flux prédominants. Le premier, d'après ce que j'ai compris, de secteur sud, est une masse d'air chaud, instable et humide, qui stagne sur le bassin méditerranéen, l'Allemagne et les pays scandinaves. Le second flux, de secteur ouest, est d'origine atlantique, une masse d'air froid qui stagne plus au nord. La France est au centre de ces deux influences qui s'affrontaient sans qu'aucune des deux ne prédomine. Le flux froid venu de l'océan semble gagner et repousser vers l'est la zone des combats. En attendant de revoir le soleil de manière beaucoup plus stable, il faut rappeler qu'il n'avait pas fait aussi froid un 15 août à Paris depuis 100 ans et que dans la Meuse, les orages ont provoqué une véritable catastrophe. Regardez. 2 victimes, 2 personnes âgées emportées par les eaux, une trentaine de communes sinistrées, une centaine de familles qui n'ont plus rien, des champs dévastés, voilà le bilan raccourci des véritables tornades qui se sont abattues sur la Meuse durant ce week-end prolongé du 15 août. Cela a commencé lundi, en début d'après-midi. Des orages d'une extrême violence provoquaient en moins d'une heure des crues de l'Ornain, de l'Aire et de l'Aché, qui devenaient très vite des torrents qui noyaient les habitations, submergeaient les routes et emportaient tout sur leur passage. À Bar-le-Duc même, le trafic ferroviaire était totalement interrompu pendant plusieurs heures. Hier matin, à Calmy, l'eau se retirait lentement et puis c'était à nouveau la catastrophe hier après-midi. En 3 heures, il tombait 50 mm d'eau, plus du 20e de ce qui tombe en une année sur la région. C'était la seconde alerte, encore plus grave que la première. Hier soir, le préfet de la Meuse déclenchait le plan Orsec dans le sud meusien, plan Orsec toujours maintenu. Actuellement, les communications téléphoniques sont rétablies, mais il n'en est pas de même en ce qui concerne la route et le rail. La voie sacrée est toujours coupée, les manœuvres sont toujours suspendues en gare de Bar-le-Duc. Maintenant, il faut reloger et réparer. Le bilan sera pour plus tard, un bilan énorme, un véritable désastre pour la Meuse. À signaler que la région de Nancy fut également très touchée et que le ciel demeure menaçant. Et à l'étranger, en Allemagne, c'est un peu le déluge qui s'est abattu hier sur Stuttgart. En plein après-midi, la nuit tombe, le vent se lève avec une force extraordinaire, et en quelques minutes, la ville est écrasée par des torrents de pluie et de grêle. Au bout d'une demi-heure, la circulation est complètement arrêtée. Il y a par endroits plus de 50 cm d'eau dans les rues. Certains automobilistes sont obligés de se réfugier sur le toit de leur voiture. La grêle aussi va tomber, qui s'engouffre partout, qui brise des vitres, qui bloque des escalators électriques, qui arrête les trains sur les voies, qui bouche complètement l'entrée des souterrains et des métros dans lesquels les passants sont venus s'abriter. Dans la ville, c'est la panique. Les pompiers et les policiers doivent faire appel à des plongeurs pour rechercher les victimes à la station de métro de la place Charlotte, où les tunnels sont presque complètement emplis d'eau. Car il y a des victimes, 6 morts, 4 personnes bloquées dans des caves qui ont été noyées, une femme emportée par un torrent dans la rue et projetée contre une voiture, un homme frappé d'une crise cardiaque après que la foudre soit tombée sur sa maison. Une quarantaine de blessés et ce matin une ville dévastée qui se demande ce qui a bien pu lui arriver. C'est un hommage unanime qui est rendu à Pierre Brasseur, un grand seigneur, un des grands acteurs du théâtre et du cinéma de ce temps, un homme qui a aimé la vie jusqu'au bout. Pierre Brasseur est mort dans sa 66e année d'un infarctus alors qu'il tournait en Italie La Panne, son dernier film avec Michel Simon, Claude Dauphin et Charles Vanel qui étaient aussi ses amis. Odette Joyeux, vous avez été pendant quelques années sa femme, sa mort vous a naturellement profondément touché et vous avez dit c'était quelqu'un. Oui, bien entendu. Brasseur n'était pas seulement une personnalité, c'était un personnage hors du commun. Et c'est en cela qu'on peut surtout l'admirer. Mais je pense aussi que c'est un personnage méconnu. On a vu l'acteur brillant, ce personnage
bruyant aussi, car sa vie a beaucoup défrayé les chroniques, tout au moins certaines chroniques. En fait, l'homme était très secret, et je crois aussi profondément solitaire et malheureux. De là son apologie dans son livre Ma vie en vrac, son apologie du mensonge et du déguisement. Oui, il se déguisait. Je pense que cette façon, cette agressivité qu'il avait quelquefois, cette faconde, était un masque. C'était encore une façon de jouer la comédie, de se dissimuler. En fait, il avait, et ce mot va peut-être vous faire sourire, il avait une grande fraîcheur. Oui, même à l'âge qu'il avait, Pierre était quelqu'un qui avait de la fraîcheur, c'est-à-dire de l'enthousiasme, de la jeunesse, la vraie jeunesse, l'amour des choses, la curiosité des êtres et de la vie. C'est un homme qui restait toujours lucide, m'avez-vous dit tout à l'heure. Oui, il y avait en lui une chose absolument étonnante, quand on le connaissait bien, c'était sa lucidité et aussi son jugement, les jugements qu'il portait sur les êtres, même s'il était dupe ou s'il voulait se laisser duper, parce qu'il aimait que la vie soit facile, il n'aimait pas se bagarrer pour certaines choses, mais il n'était pas dupe profondément. Il voyait, il avait même quelquefois une espèce d'extra-lucidité. Comment étaient ses rapports avec ses proches, sa famille, ses amis? Est-ce qu'il avait des amis, comme on l'a dit? Il avait... Non, c'est pas vrai. Les gens aimaient Pierre, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens l'ont aimé, et l'aimaient, mais il n'avait pas d'amis, parce que l'amitié exige des rapports faciles, une espèce de commodité, de courtoisie, d'égalité, en quelque sorte. Avec Brasseur, bien entendu, on ne savait jamais ce qui allait se passer de heure. Donc, les amis n'aiment pas cela. Mais il a provoqué certainement de grandes affections, de grandes admirations, de grands amours. Claude Brasseur était votre fils, et votre fils, est-ce que c'est Pierre Brasseur qui l'a poussé à devenir comédien? Alors là, je pense que c'est l'atavisme, dirons-nous, c'est l'hérédité. Non, mais il y a eu certainement entre le père et le fils une complicité, car moi j'étais un peu tenue à l'écart de cette décision de Claude de devenir comédien. J'avoue humblement que je n'étais pas tout à fait pour ce métier d'acteur, mais Pierre, au contraire, était ravi que son fils suive sa voie. Et à la fin, il était même ébloui par son fils. Il me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais enfin quoi, il sait tout mieux que moi et je lui ai rien appris. Quelle idée il se faisait du public, de ceux qui le regardaient, de ceux qui l'écoutaient? Un grand respect. Vous savez, en tout cas, le grand rachat de Brasseur dans toute sa vie, ça a été l'amour de son métier. Il a aimé son métier passionnément et avec une pureté absolue. Il a toujours travaillé. Et ce qui est finalement assez beau et déchirant, c'est qu'il est mort en travaillant. Je vous remercie, vous êtes joyeux. Je voudrais dire que dans son livre Ma vie en vrac, qui a une tournure assez rabelaisienne, Brasseur avait écrit, je vais le citer, « Je servirai le théâtre jusqu'au bout, ce qu'il a fait. Ma tombe sera mon dernier rideau. Bouffant les cailloux et débarrassé de ce monde qui n'aime que l'artificiel, ma solitude sera belle. » L'activité politique, en France, reprend lentement, du côté des partis, du côté du gouvernement. Le Premier ministre, M. Messmer, a retrouvé ses dossiers à l'hôtel Matignon après un bref séjour dans sa propriété du Morbihan. On est en train de commenter ici et là sa fameuse petite phrase « Changer, je vais la citer et vous la rappeler, changer la date des élections sans raison serait une grave erreur. » On pensait qu'à Londres, la journée serait décisive. Elle est effectivement dans le conflit social qui oppose le gouvernement et le patronat aux dockers. Le congrès des dockers vient en effet de voter la reprise du travail après 20 jours de grève. Ce matin, les délégués des 42 000 dockers ont donc jugé que la poursuite du mouvement revendicatif présenterait plus d'inconvénients que d'avantages. En paralysant 700 navires pendant 3 semaines, les dockers ont une fois de plus fait largement la preuve de leur force et du rôle vital qu'ils jouent dans l'économie britannique. Ils sont irremplaçables. L'île Grande-Bretagne ne peut pas vivre en circuit fermé. On sait qu'elle importe 50% de sa nourriture. À ce jour, sans être catastrophique, les conséquences de la grève commençaient à se faire sentir. Voyez ces tonnes de denrées au rebut. Sa prolongation aurait pu réduire beaucoup de monde au chômage, quelques-uns à la ruine. Reste maintenant une inconnue, la base suivra-t-elle les consignes de reprise du travail? Pendant la grève, il y a eu de la nervosité, quelques accrochages entre ouvriers et policiers et même quelques blessés.
En outre, il semble que la base soit plus sensible à ses propres problèmes qu'aux arguments portant sur leur responsabilité envers le reste de la société. Et en effet, dockers et manutentionnaires se sentent menacés, estimant que certains progrès techniques risquent d'augmenter le chômage. Un accord apparemment a été obtenu ce matin sur les garanties de plein emploi. Henry Kissinger, qui assistait hier dans un petit village suisse aux noces d'or de ses parents en compagnie de ses enfants, arrive tout à l'heure à Saïgon. Il aura des entretiens avec le président Thieu sur l'avenir du régime politique à Saïgon. Son interlocuteur au cours des conversations secrètes de Paris, M. Le Ducteau, a quitté ce matin le Bourget pour Hanoï via Moscou. Le conseiller spécial de la délégation du Nord-Vietnam à Paris est resté prudent, comme d'habitude. Il a déclaré que son voyage était un voyage de routine et n'avait pas d'autre signification. Les Américains, pressés en tout cas par les élections présidentielles, semblent vouloir accélérer le processus de la paix négociée. Ils ont moins de 3 mois pour réussir. Un nouveau contingent de soldats américains quittera en tout cas le Sud-Vietnam dans une quinzaine de jours. En Argentine, des guérilleros détenus se sont révoltés dans 2 prisons. Une vingtaine d'entre eux a réussi à s'emparer d'un avion et à s'enfuir vers le Chili, où ils exigeaient d'être reçus par des ministres. Le président du Chili, le marxiste M. Allende, qui ne veut pas s'écarter de la légalité chez lui et sur le continent sud-américain, a interdit à ses ministres d'aller les accueillir. Il n'est même pas impossible qu'il les fasse arrêter, qu'il les renvoie à son collègue, le chef d'État Lanusse, à Buenos Aires, aurais-je dit. En Islande, la 14e partie du grand affrontement américano-soviétique d'échecs s'est terminée par un nul. Spassky avait pourtant bien commencé. Au bout de 4 heures, l'Américain Fischer et lui étaient à égalité. Jusqu'au 15 septembre prochain, les communes en France pourront fusionner volontairement selon une loi votée par le Parlement en 1971. Les députés et les sénateurs avaient estimé que ces fusions étaient utiles. Il y a en effet en France 38 000 communes et cet éparpillement, 38 000, pose souvent de difficiles problèmes de gestion. On ne sait pas encore combien de communes ont accepté de fusionner, mais dans le département du Doubs, par exemple, sur 477 communes, 154 fusions sont prévues, alors que dans la Meuse, sur 466 communes, 156 fusions sont prévues. Ces fusions volontaires rencontrent parfois des difficultés. À Fréjus-Saint-Raphaël, par exemple, reportage Jean-Paul Sauté. Fréjus-Saint-Raphaël, 2 voisines qui se confondent dans l'esprit du touriste. Le soleil ne brille-t-il pas également sur chaque commune? Pourtant, s'il y a confusion, Fréjus refuse d'aller plus loin et rejette la fusion proposée par Saint-Raphaël. Encouragé par l'État qui promet davantage de crédits, qui promet d'inscrire les grands travaux au 7e plan, Saint-Raphaël se voit sans crainte grossir des habitants de Fréjus, hissé au rang de communes de 50 000 âmes. Gestion plus économique, tracasserie administrative réduite, problèmes scolaires résolus. Saint-Raphaël voit l'avenir en rose. Il suffit de se promener quelques instants dans le périmètre intéressé pour se rendre compte qu'on assiste à une urbanisation continue, si bien qu'un touriste qui se promènerait sur le front de mer passerait de Fréjus à Saint-Raphaël ou inversement, absolument sans s'en rendre compte. Là-bas, Fréjus, village Fréjus-la-Romaine, ici l'ancien Saint-Raphaël, entre les deux, une ville fusionnée dans les faits. Bien sur le plan administratif, il est sûr et certain que la fusion des 2 communes permettrait d'avoir un outil entre les mains de la municipalité nouvelle qui serait une administration à la fois plus efficace et recrutée s'il le fallait, sur le plan national, ce qui donnerait à cette ville de 50 000 habitants l'administration dont elle a tant besoin. Les possibilités qui nous seraient offertes seraient des facilités financières et la possibilité de programmer des équipements en tenant compte de la population non seulement sédentaire mais estivale et non pas de certains quartiers comme c'est le cas actuellement. Oui, à l'heure actuelle, vous avez une politique très locale, vous ne pouvez pas avoir une politique d'ensemble à l'échelon de la population qu'il était 200 000 personnes ici. C'est cela. C'est cela. Sur le plan touristique, l'avantage c'est de former un seul et unique syndicat d'initiative, c'est-à-dire un office de tourisme général pour l'air, de pouvoir ainsi se permettre d'avoir
des administrateurs plus facilement, un directeur de tourisme qui puisse étudier un développement plus important. Je crois que les gens bénévoles, comme nous sommes tous, bien entendu, nous sommes très utiles puisque nous avons une psychologie des choses que de fois un directeur de tourisme n'a pas. Un directeur de tourisme est payé pour ça, il a fait des écoles pour, et il peut avoir plus de temps et soumettre aux gens qui sont élus des problèmes qui peuvent avoir une solution plus facile s'ils sont mieux étudiés. Fréjus, étant uni avec Saint-Raphaël, disposerait enfin de la taille suffisante, de la puissance nécessaire pour créer dans cette basse vallée de l'Argent un centre économique actif capable de constituer un point d'équilibre entre les grandes métropoles de Marseille, Toulon d'un côté et Nice, Cannes de l'autre côté, qui sinon, en l'absence de toute ville sérieuse entre elles, ont tendance à tout attirer et à constituer dans la majeure partie du département du Var un désert économique. La fusion est au centre de toutes les conversations, dans les salons de coiffure notamment, et ici, celui de gauche est tenu par un habitant de Fréjus, celui de droite est tenu par un habitant de Saint-Raphaël, par un Raphaélois. Et pour animer les conversations, de temps en temps, le patron d'un des salons va à côté et on échange des arguments. Écoutez plutôt. Ah bah oui, je peux dire un mot là? Oui, allez-y. Moi, vous voyez, un truc que je trouve exagéré, c'est la moins-value de vos terrains et votre sommeil menacé par la création d'un aérodrome. On dit du soleil ici, on en a besoin d'un aérodrome. Et non, il est à Nice. À quoi il servira un aérodrome ici? À quoi il servira? Oui. Mais tu n'as pas besoin d'être ici, tu n'as pas besoin de oui, avec l'autoroute, il n'est plus nécessaire un aérodrome ici. Oui, mais alors... Alors, on veut faire un aérodrome pour amener du monde et on pourra courir la population indigène. Mais non, mais jusqu'à présent, on a besoin de la population qui arrive du Nord, il n'y a pas de problème. Toi, le beau premier, tu es bien content. Ici, tu sais très bien, quand il y a simplement le Nord Atlas qui dépose les parachutistes, là, qui lance les parachutistes, et bien par Ponant, mets-toi un peu sur la place des Colas, juste tu verras le bruit que ça fait. Oui, alors imagine-toi qu'un jour le Concorde c'est comme les gens de l'aérogare de Nice, au début ils ont fait malheur, maintenant ils sont bien contents. Ils continuent à le faire, il y a 150 appartements à vendre sur la Un aérodrome c'est très bien, moi ils ont fait un port avant d'avoir les clients. Je vois pas pourquoi qu'on ne ferait pas des grandes rues, qu'on aménagerait l'avenue de Valescure par exemple, voilà. Et qu'on enleverait les tas d'ordures qui sont avenue de Valescure aussi, ça on peut le faire là, aussi. vous vous adressez aux Raphaélois, hein? Non, mais ça, c'est pas les Raphaélois, les Raphaélois n'ont rien à voir là-dedans. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que... Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on le veuille ou pas, ça se fera. Géographiquement parlant, c'est deux villes qui sont appelées. Ah oui. Alors, écoutez mon point de vue, je suis d'accord, mais naturellement. Mais vous voulez nous forcer à la fusion, je dis non. Non, répond Fréjus, non à la fusion, non à l'aérodrome international et à ses nuisances. Non parce que dans sa majorité, la municipalité ne veut pas brader Fréjus, son passé considérable, son vieux village et sa vie tranquille. Non à Saint-Raphaël et à ses touristes encombrants, non à Saint-Raphaël beaucoup trop endetté, non aux projets dispendieux, non à la grande ville sans âme, non aux ambitions politiques de certains. Fréjus, tourné vers la terre, n'a pas confiance en sa voisine qui vit de la mer et du soleil. Moi aussi. Eh ben, comment? On est fréjusien, on reste fréjusien. Ah, c'est pour ça qu'on aille faire à Saint-Raphaël. Que pensez-vous de la fusion? Oui. Alors, non, parce qu'on est bien comme ça, nous on est tranquille. Saint-Raphaël, ils n'ont qu'à se débrouiller, et nous aussi. Mais la peine. Nous estimons que Fréjus est hors du champ d'application de cette loi, qui prévoit des fusions uniquement pour les communes qui ne sont pas assurées par elles-mêmes d'assurer leur propre développement. Nous sommes en mesure d'assurer nous-mêmes notre propre développement. Mais j'insiste là-dessus, nous ne sommes pas en mesure d'assurer le développement de nos voisines. Vous-même et votre municipalité n'êtes pas entièrement négatifs. Si vous refusez la fusion, vous proposez tout de même l'association au sein du district. Bien sûr que non, je l'ai toujours dit d'ailleurs. Je voudrais rappeler pour mémoire la magnifique réalisation qui a été faite en commun avec Saint-Raphaël à l'intérieur d'un syndicat spécial, c'est la construction de l'hôpital intercommunal. Mais nous souhaiterions vivement aller plus loin, sans aboutir immédiatement à la fusion, aller plus loin en créant un district. District dans lequel chacune des communes concernées, qui pourraient être toutes les communes du canton de Fréjus, abandonnerait une partie de ses prérogatives et ce district lui-même qui serait chargé notamment
de toutes les questions d'équipement intéressant l'ensemble des communes. On a peut-être négligé un peu la sentimentalité. Les Fréjusien, comme tous les Français, sont individualistes. Ce sont des gens qui aiment leur petite maison, leur petit chez-soi, et on veut en fait les faire habiter dans des HLM où tout se confond et où les règlements de copropriété n'arrivent plus à satisfaire personne. Je me rappelle à l'époque, dans ma jeunesse, il y avait antagonisme entre les jeunes gens de Fréjus et de Saint-Raphaël qui, à la sortie du bal, ne manquaient pas pour une belle fille ou bien pour un prétexte quelconque, de se taper, comme on dit vulgairement, sur la figure. Tout ça a disparu et je crois que ces choses mauvaises ont disparu depuis l'occupation allemande où les Raphaélois et les Frégiens se sont trouvés plus près les uns des autres pour défendre quelque chose qui est aussi la liberté. Alors la liberté, eh bien la liberté, c'est de demander aux Frégiens ce qu'ils en pensent. Et s'ils pensent que le mariage ne peut pas être encore consommé, je demande, moi, enfin, instamment que les fiançailles durent le plus longtemps possible pour encore mieux se connaître, de façon à ce que nous n'ayons pas un divorce 15 jours après avoir été mariés. Je vous accorde et je vous ai reconnaissez également, docteur, que je vous ai offert la possibilité de déposer vos ordures à Fréjus. On ne rentre pas dans les détails, mais vous déposez les ordures dans un terrain qui ne vous appartient pas et on peut vous le révoquer du jour au lendemain. C'est pas une solution, ça. Oui, mes chers collègues, c'est une solution d'attente, bien entendu. La commission des élus de la région a refusé de trancher et renvoya les deux communes dos à dos. Dans son rapport au préfet, elle prend acte des désirs contradictoires et affirme son seul souci de préserver la liberté des maires. Alors le préfet, s'il le juge nécessaire, peut consulter directement les intéressés par référendum. Selon la jeune chambre économique commune aux deux villes, la majorité se prononcerait pour la fusion. Mais le maire de Fréjus est opposé au référendum, procédé antidémocratique dans le cas particulier, précise-t-il. Il y a un aspect fort déplaisant dans la loi du 16 juillet 71. C'est celle touchant à l'interprétation des résultats du référendum. Pour me résumer, je dirais qu'il est fort possible qu'on considère que Fréjus a répondu oui à la fusion, alors qu'il y a eu en fait une majorité de non et très importante. Car en fait, la majorité requise pour le non est nettement supérieure à celle requise pour le oui, c'est ce que vous voulez dire. Absolument. Et alors, c'est fort déplaisant parce qu'on voit fort bien l'intention du gouvernement de forcer les communes, de les contraindre à des fusions qu'ils désirent. Et nous estimons que ce n'est pas notre intérêt. Et l'opinion unanime des maires est qu'elles sont, toutes les municipalités varoises sont profondément hostiles à toute fusion. Selon vous, est-ce que cela correspond à un désir bien particulier, une idée bien particulière? Oui, nous n'avons pas été étonnés de cette volonté réaffirmée des maires varois qui toujours ont manifesté leur volonté d'autonomie des communes, parce que d'abord les Varois sont profondément démocrates et parce qu'ils considèrent que la commune constitue la cellule fondamentale de la République. Mais à terme, ça n'est pas une idée... À terme, ça n'est pas impossible. L'essentiel, c'est qu'on donne aux communes les moyens de vivre, que l'on donne aux municipalités les moyens d'assurer par elles-mêmes leur propre développement, c'est-à-dire qu'on réalise enfin la réforme des finances locales souhaitée par tous les maires de France. C'était un reportage de Jean-Paul Sauté avec Maurice Albert pour l'image et Alain Clément pour le son. Les sports. Un Français avait l'espoir de monter sur le podium de Munich. Le coureur Guy Drut. Et bien après Vadou, Nallet et Bambuck, Alain Bilouin, il s'est blessé à son tour. Et oui, et décidément, c'est un petit peu la série noire pour les athlètes français. Comme vous le disiez justement, Jean-Pierre, après Bambuck, Nallet, Vadou, et bien Guy Drut risque de ne pas aller à Munich. Il s'est blessé hier à l'entraînement à Vittel. Drut, que nous revoyons ici, effectuait un échauffement sur quelques haies lorsqu'il s'est arrêté tout à coup, ressentant une vive douleur à la cuisse gauche. Drut, plusieurs fois 13-3 au 110 mètres haies, l'une de nos meilleures chances à Munich. Pour le moment, apparemment, rien de vraiment grave. Il doit reprendre son entraînement dans 3 ou 4 jours. Ce n'est qu'alors qu'on pourra savoir si ses chances sont compromises. Le coureur anglais Bedford est déprimé. Il est prêt à renoncer à faire le voyage de Munich après sa défaite devant le Finlandais de 23 ans, Vinen, aujourd'hui un des meilleurs au niveau mondial sur le 5000 et sur le 2 miles. Oui, David Bedford, que l'on voit ici sur la droite, derrière vous, Jean-Pierre, envisagerait de ne pas aller à Munich. Le coureur anglais est extrêmement déçu par sa défaite de Stockholm sur 2 miles face au Finlandais Viren. Il a fait une déclaration hier soir à la télévision anglaise. Il envisagerait de ne pas aller à Munich. Il prendra une décision au cours de la semaine. Bedford, depuis lundi soir, en effet, ne peut plus être considéré
comme le super favori du 5000 mètres olympique. Voici pourquoi. Certes, on a parlé beaucoup de Steve Prefontaine, l'américain, ces derniers temps, mais aussi d'un Finlandais encore peu connu, Lars Viren, ici, en tête, maillot sombre. Viren a 23 ans et depuis un an, il a battu tous les records de Vatainen sur 5000 mètres et 10 000 mètres. Il est ici en tête dans le dernier tour du 2 miles, disputé lundi à Stockholm. Dans sa foulée, le Belge Emil Putmans, qui aura aussi son mot à dire dans le 5000 mètres à Munich. Et puis, derrière eux, l'Écossais Stewart, le Suédois Gardirud et le Néo-Zélandais Quax. Mais regardez bien Viren en maillot sombre dans le virage, il allonge sa foulée, sa vitesse terminale est impressionnante. Bedford, lui, est déjà loin, il ne se classera que 6e. Le Belge Emil Putmans, maillot blanc, détenait le record du 2 miles, soit 3218 mètres. Il essaie de résister en vain aux Finlandais, mais dans quelques instants, celui-ci devient le nouveau détenteur de ce record du monde. En 8 minutes 14 secondes juste, deuxième Putmans, 8 minutes 17 secondes 2, troisième Gardirud, quatrième Stewart. La décision de l'Éthiopie, vous savez, nos athlètes abandonnent Munich si la Rhodésie raciste prend part aux Jeux, a jeté un froid à Munich. Les instances internationales cherchent à éviter un boycottage des Jeux olympiques par les Africains, qui d'ailleurs sur ce point ne sont pas tous du même avis. Oui, ils ne sont pas tout à fait d'accord en ce moment, les pays africains. Monsieur Brundage, lui, a pris une position très nette. La Rhodésie a été invitée à Munich, dit-il, elle participera aux Jeux. Je pense que les grands pays africains resteront. Pourtant, ce matin, Monsieur Girma, chef de mission de la délégation éthiopienne à Munich, a confirmé la position de son pays. Nous rentrons à Addis Abeba, a-t-il dit, si la Rhodésie reste. La Zambie, le Soudan, le Ghana et le Maroc pourraient suivre l'Éthiopie. Mais devant ce problème, vous le disiez Jean-Pierre, les pays africains ne sont pas tout à fait d'accord, l'Afrique se divise, le Kenya notamment, principal intéressé parce que les Kenyans avaient remporté 8 médailles à Mexico avec leurs fameux coureurs, eh bien le Kenya n'a pas du tout l'intention de rappeler ses athlètes. En tout cas, une décision certainement interviendra, la situation sera beaucoup plus claire en fin de semaine samedi, puisque le comité olympique international va se réunir et examinera ce sujet. Alain, vous nous parlez maintenant d'une compétition de moto qui a eu lieu pendant le week-end. Oui, une compétition de moto, une compétition d'endurance qui s'est déroulée en pleine montagne sur le pic du Gard à travers sous-bois et sentiers caillouteux. C'était une rude épreuve pour l'homme et la machine. Vous allez le voir, c'est un reportage de notre station de Montpellier. L'enduro, une compétition d'endurance qui se distingue du trial où seule l'adresse compte et non la vitesse, et du motocross qui se dispute sur circuit court. Ici, à Fronsac, dans la Haute-Garonne, sur le pic du Gard, c'est un circuit de 8 km à travers la montagne que les concurrents avaient à couvrir 8 fois dans le meilleur temps. Le temps pluvieux ajoutait aux difficultés allant du sentier caillouteux et du lit de torrent à la pente de 45% en sous-bois. Les hommes et les machines sont soumis à rude épreuve. Sur 36 partants, 10 pilotes seulement seront classés. Pédales de frein cassées, fourches tordues, pneus éclatés ont contraint les autres à l'abandon. C'était là la première épreuve comptant pour la première Coupe de France de l'enduro qui n'en comportera que 2 autres. Le Grassois Hubert Rigal, vainqueur l'an dernier et actuellement en tête du championnat de France des 750 cm3, sera distancé cette année par le Saint-Gaudinois Jacques Save, numéro 7, qui, sur sa 250, enlève l'épreuve en 2h27 minutes et 30 secondes, avant de recevoir un premier prix insolite, une vache, mais oui. Vache pour faire de la moto, allez comprendre. En football, deuxième journée du championnat de France, Alain. Oui, une deuxième journée de nocturne avec surtout 3 matchs très attendus. Nous allons d'ailleurs voir le tableau tout de suite. À Reims, les Rémois accueillent Nice, qui était impressionnant lors de son premier match de championnat contre Sochaux, avec 2 buts de Loubet et 2 buts de Révelli. Reims, tout comme Nice, est un candidat au titre. Il fera rentrer ce soir Georges Lèche, rétabli, et l'ex-international argentin Laraignée, annoncé comme un nouveau Jonquet. À Marseille, il y aura encore plus de passion. L'Olympique de Marseille est le seul club à avoir gagné mercredi dernier en déplacement, 2-0 à Sedan. Il y aura 30 000 personnes ce soir au stade Vélodrome pour le match contre Lyon. Et puis 3 autres rencontres très intéressantes, Metz, Bordeaux, Nantes, Paris Football Club et puis Saint-Étienne, Nîmes. Votre collègue Michel Drucker n'a plus son sourire ce matin. Vous le savez sans doute, il a perdu son chien, un cocker noir âgé d'1 an à peine. Mike, c'est son nom, a disparu à 20h30 hier soir à proximité de Survilliers, près de l'autoroute du Nord. Il avait peut-être envie de fêter le 15 août tout seul. Si vous le retrouvez, je vous invite à appeler Michel à la télévision, 555 20 31, 555 20 31. Voilà.
Après Londres, Nice. La campagne de propreté a conduit à créer dans la ville des Vespasiennes pour chiens-chiens. Regardez. Lassé peut-être de les voir lever la patte sur les marches des escaliers qui mènent aux plages, l'adjoint au maire de Nice, M. Baillet, n'a ni plus ni moins repris qu'une idée aux enclés. Après tout, pourquoi pas, c'est simple, et ces stupides odeurs n'incommoderont plus les touristes. Un bac en plastique, du sable, et l'image d'un chien propre et éduque. Ajoutez qu'au fond, avec la complaisance du maître, c'est simple, enfin, presque. L'essentiel pour le confort des hommes, c'est que l'un d'eux veuille bien inaugurer la Vespasienne. Mais, me direz-vous, et les chiennes alors, elles s'accroupissent? Et le bac est trop étroit? La Bourse de Paris est-elle en train de somnoler? Comment aborde-t-elle la deuxième quinzaine du mois d'août? Michel Tardieu. Eh bien, le week-end n'a pas mal réussi aux boursiers. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de hausses et d'une façon générale, le marché est ferme. L'or aussi d'ailleurs est en hausse, ce qui est assez curieux puisque finalement le dollar va un peu mieux. La balance des paiements au second trimestre, la balance des paiements américaine s'est améliorée. Évidemment, certains disent que cette amélioration ne se répétera peut-être pas au troisième trimestre. En tout cas, pour l'instant, ça va mieux pour le dollar. Mais peut-être que les financiers se disent que rien ne change vraiment sur le plan monétaire international. Les Américains viennent de faire connaître leur volonté en matière monétaire et évidemment, elles sont très divergentes de celles de la France et d'un certain nombre d'autres pays d'Europe. La France, bien sûr, n'embrasse pas du tout la cause américaine dans l'affaire monétaire, ça continue, et les Américains demandaient effectivement un certain nombre de choses qui sont difficiles à accepter. Les Américains disent que ce sont les pays qui ont des balances en surplus, c'est-à-dire les pays qui se portent bien, qui doivent réévaluer, et non pas les pays qui ont des misères avec leur monnaie qui doivent dévaluer. Autrement dit, on va pénaliser les bons élèves, comme disait M. Schiller, et non pas les mauvais. Les Américains disent que le retour à la convertibilité du dollar ne peut être envisagé avant que la balance des paiements des États-Unis ait retrouvé un équilibre durable. Et la France, elle, est parmi les pays qui réclament la convertibilité du dollar, puisque les avantages du dollar comme monnaie de réserve tenaient au fait que le dollar était convertible en or. D'autre part, les Américains disent que le dollar doit conserver son rôle d'instrument de réserve privilégié, et que l'or, lui, doit peu à peu être démonétisé au profit de droits de tirage spéciaux. Enfin, les Américains disent qu'il faut des changements dans les pratiques commerciales. Les Américains continuent de lier les affaires commerciales et les affaires monétaires, contrairement à ce que souhaitent les Français. Pas de changement sur Hachette que vous venez de voir à l'instant. Hachette qui vient de signaler que pour les 6 premiers mois de 72, le chiffre d'affaires hors taxe a totalisé 437,5 millions contre 369,5 pour la même période de 71. Mais il faut faire attention car il y a eu des changements dans la façon de comptabiliser ces résultats. Donc il n'est pas certain que les deux soient complètement comparables. Le matériel électrique, vous voyez un nombre de hausses considérable. Le matériel électrique est actuellement le secteur vedette de la Bourse de Paris. C'est là qu'on a enregistré les plus fortes hausses. Je vous ai déjà dit que Radio Technique et d'autres avaient fait plus de 100% de hausse. En ce qui concerne Alstom, la hausse depuis le début de l'année est supérieure à 40%. Je crois qu'on peut continuer à voir d'autres cours peut-être, puisque nous sommes relativement pressés. Carrefour à 3360. Carrefour, lui, est la vedette des valeurs de l'alimentation. Le chiffre d'affaires hors taxe du premier semestre 72, ce chiffre est de 1,117 milliard contre 796 millions pour les mêmes mois de 71. Carrefour a fait lui aussi parmi les gens qui ont parmi les titres qui ont fait du 100% depuis le début de l'année. Des baisses, il y en a quelques-unes, mais elles sont rares et relativement faibles. Encore d'autres hausses. Et pour finir, je vous signalerai que le Pinel, lui aussi, a repris du poil de la bête. Il gagnait 1,50 franc tout à l'heure. Ici la Bourse de Paris. À vous Jean-Pierre Elkabbach. Merci. Aujourd'hui 16 août, Saint-Armel, né en Angleterre, persécuté par un tyran du Finistère, se réfugie à Paris, puis revient à Saint-Armel des Beauchaux, dans l'Ille-et-Vilaine. Il est mort en 570 au monastère de Ploërmel, qu'il avait fondé lui-même dans la forêt de Brocéliande. Merci de nous avoir écoutés. À ce soir, au revoir.